Chers amis, le renouveau du Parti libéral, c'est maintenant que ça se passe. Et c'est pour cette raison aujourd'hui que je vous annonce que je serai à nouveau candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. Le candidat à la direction du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, il a dû s'excuser cette semaine. C'est en raison de sa vidéo promotionnelle qui présente les images d'un quartier. Donc, vous voyez, mais c'est un quartier qui est en Allemagne. Alors, ce ne sont pas des belles petites maisons dans Charlevoix ou dans la Gaspésie, c'est plutôt un quartier d'Hambourg qui s'est retrouvé par erreur dans le montage de Charles Milliard. Alors, évidemment, les observateurs ont au fait de rappeler que ça nous rappelait cette vidéo de Sam Hamad cet été, quand il était candidat à la mairie de Québec. Il avait utilisé des images du trafic à Montréal, mais pour parler du trafic à Québec. Alors, c'est une vidéo qui avait été tournée en dérision, bien sûr, sur les réseaux sociaux. L'été d'avant aussi, même genre de gaffe, c'était Pierre Poilievre. Il avait fait une vidéo promotionnelle pour faire l'éloge d'un Canada dirigé par les conservateurs. Mais il y avait des images des montagnes de l'Utah, de l'Université de Kiev ou encore d'une famille autour de la table en Italie. Alors, pour analyser les répercussions de ce qu'on peut dire, cette bourde de l'équipe Milliard en tout début de campagne comme ça à la direction, j'accueille les stratèges en communication, Louis Aucoin et Caroline Roy ce matin qui sont avec nous. Bonjour vous deux. Bonjour. Alors, Louis, on a fait un petit rappel historique là, des dernières années. C'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'erreur-là se produire dans des vidéos, justement, l'utilisation d'images qui ne correspondent pas, qui n'est pas du bon endroit, finalement. Est-ce que vous êtes surpris de voir que ça se reproduit maintenant dans ce début de campagne pour Charles Milliard? Mais je vais vous dire, je ne suis pas surpris, je suis ébahi. Donc, parce que on ne peut pas penser que ça se produise encore. Vous avez donné les deux exemples, effectivement, que je voulais même vous amener ce matin. Pire que ça, Pierre Poilievre avait des jets russes dans sa vidéo. C'est des choses qu'on a vues et qu'on a revues, pas seulement avec des vidéos, mais aussi avec des images par le passé. On peut remonter aux années 80 où on a pris des images d'ailleurs, puis qu'on a placé dans des publications, des publicités imprimées, tout ça. Dès qu'on parle de territoire, on voit ce genre d'histoire-là apparaître. Puis c'est pas seulement au Québec, là, c'est un peu partout. Et c'est pas une anecdote. Puis ça, je tiens à le dire. On peut dire, bon, on parle de ça, c'est une vidéo, ils sont trompés, c'est pas grave. Oui, c'est grave, parce que comme politicien, on cherche la confiance du public, puis c'est un test d'organisation. Ça veut dire que votre machine électorale, elle n'est pas suffisamment rodée. Donc, vous demandez la confiance du public pour mener l'État. Donc, c'est pas un détail. Et ensuite de ça, quand ce test-là est raté d'organisation, ça devient un test de leadership. Comment vous allez réagir à cette situation-là? Donc, non, c'est pas un détail, ces petites vidéos-là. Je vous confirme, Geneviève. Oui, Caroline, qu'en pensez-vous? En fait, Charles Milliard s'est excusé, mais d'une certaine façon, ça a complètement noyé l'impact positif de son lancement parce que tout avait bien commencé quand même mardi lorsqu'il a diffusé sa vidéo où il annonçait qu'il se lançait à la chefferie du Parti libéral du Québec. La vidéo était sobre, de bon goût, ça faisait 2026. Il ne s'est pas encombré de militants ou de membres de sa famille, il s'est présenté seul. Devant l'Assemblée nationale, il s'est positionné comme un potentiel premier ministre du Québec. Donc, au départ, le mardi, on parle d'une couverture qui était positive. Là, nous, chez Mesures Médias, c'est un score de performance de 110 %. Ça veut dire quoi? Ça veut dire couverture très favorable. C'est ce qu'on recherche. Par contre, ça s'est gâché mercredi avec les images d'Hambourg. Et là, c'est là que je dis que ça a noyé l'impact positif de son lancement parce que finalement, ça fait 4 jours qu'on en parle de ça. On ne parle pas tant de la personnalité ou des idées de Charles Milliard, mais plutôt de ses ratés dans sa vidéo. Et donc, on est plus en zone de déficit de réputation depuis 4 jours pour Charles Milliard. On parle d'une couverture avec un score, encore une fois, de moins 25 %. Là, on parle d'une réputation malmenée. Donc, c'est dommage parce que, finalement, il a raté son lancement d'une certaine façon. Ah oui, c'est ça carrément. Il a fait mea culpa, effectivement. Là, dans les jours qui ont suivi, on peut entendre ce qu'il avait à dire. C'était jeudi. En fait, je prends ça très au sérieux. Je vous parle d'imputabilité puis d'humilité depuis tantôt. C'est une erreur que j'ai commise. Je prends la balle pour l'équipe. Alors, je suis désolé de ça. Alors, Charles Milliard, donc, qui prend la responsabilité de ce qui s'est passé. Finalement, Louis, vous en avez pensé quoi de cette gestion de crise?
Ben, j'ai trouvé que c'était bien réussi, puis je vais vous dire pourquoi. Parce que la réaction, normalement, c'est de rejeter la responsabilité. Donc, c'est l'équipe de marketing, c'est l'agence de publicité, c'est le monteur, c'est l'équipe de communication, mais c'est jamais le chef. Mais on le sait que c'est pas Charles Millard qui a fait le montage, on comprend ça. Mais on comprend aussi que c'est lui le leader de ce parti-là, c'est lui qui choisit les personnes qui sont de ce parti-là, de ce groupe-là qui se présente à la direction du parti. Donc, et c'est lui qui choisit les personnes qui l'entourent, etc. Donc, la bonne réaction, c'est vraiment la réaction où on prend la responsabilité. Monsieur Hamad, dans la même situation, avait tenté de détourner le sujet. Puis ça, c'est une autre stratégie au lieu de s'excuser. On détourne le sujet vers ce n'est pas l'objet de la campagne. Hein, on ne vote pas sur le vidéo, etc. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est comment ça se fait que ça sort de votre équipe. Donc, et ça, M. Milliard a bien répondu, a bien fait ça. Par contre, aurait fallu le faire un petit peu plus vite. Parce que si on l'avait fait le jour même, on aurait pu arrêter la nouvelle ce jour-là. Ça aurait été une nouvelle d'un seul jour. Alors là, on l'a propulsée, on lui a donné des jambes, elle a continué à marcher, puis là, on est rendu samedi, puis on en parle encore. Donc, il faut aller un peu plus vite que ça. Caroline, là-dessus? En fait, Charles Milliard se positionne comme le candidat du renouveau, de la jeunesse. Il y a 200 jeunes libéraux qui l'ont appuyé dans une lettre. Alors, on s'attend à ce que il ne fasse pas ce type d'erreur-là, que son équipe soit quand même rodée et soit à l'affût des pièges, des images générées par l'IA, des images que l'on trouve là, sur le web. Sam Hamad, il était plus vieux, tu peux te dire, il peut se faire un peu avoir par ce type d'image-là, mais on ne s'attendait pas nécessairement à ça de Charles Millard. On s'attendait à une équipe 2026. C'est comme ça qu'il se positionne, comme un politicien qui incarne le renouveau. Donc, c'est d'autant plus dommage qu'il ait fait cette erreur-là. Et là, je rebondis un peu sur ce que Louis a dit plus tôt. C'est quand même inexcusable. Bon, alors on va voir la suite. En fait, la campagne à la direction du Parti libéral du Québec, elle commence officiellement la semaine prochaine. Donc, on verra comment les prochaines semaines vont se dérouler. Mais on comprend aussi que probablement que tout le monde sera très à l'affût de ce type de potentielle bourde-là au cours des prochaines semaines. Là, je vais vous emmener ailleurs parce que il y a WestJet cette semaine qui a suscité tout un tollé sur les réseaux sociaux. Il y a des internautes qui se sont filmés pour dénoncer la réduction de l'espace pour les jambes. Et on y constate justement l'absurdité des derniers changements qui ont eu lieu. On peut en voir un extrait. Dad, could you just straighten out your legs there? Impossible. Can you just straighten out your legs? Alors, il y a beaucoup de mécontentement. Il y a plein de gens sur les réseaux sociaux, justement, qui ont commenté à la suite de cette vidéo, qui ont fait des publications pour parler justement de la réduction de l'espace, pour dénoncer à quel point c'est absurde que les gens ne soient même pas capables de s'asseoir droit, finalement, là, pour rentrer les jambes. Beaucoup de mécontentement. Donc, Caroline, vous, qu'est-ce que vous pensez de la situation? Oui. En prenant leurs décisions, on a souvent l'impression que les entreprises réfléchissent en vase clos. C'est comme si, à WestJet, quelqu'un responsable des revenus s'est dit « Hey, ça serait une excellente idée, on réduit l'espace, on gagne des revenus sur chaque vol. » Mais lorsqu'on a pris cette décision de gestion-là, il n'y avait sans doute pas de stratège de communication là, autour de la table parce que je ne peux pas croire que ce stratège-là, chez WestJet, n'aurait pas dit, là, écoutez, ça va être des déficits de réputation dans les médias. C'est sûr qu'on va avoir une couverture négative parce qu'on coince les voyageurs dans nos avions. Nos clients vont diffuser des vidéos en direct sur les réseaux sociaux pour dire on est coincé dans nos avions. C'était prévisible, là, dans le fond? D'une certaine façon, oui, je ne peux pas croire que WestJet n'a pas pu voir venir ça. Ah oui. Bien, ça fait en sorte quand même que, bon, on a reculé là, du côté de WestJet parce qu'il y avait aussi les bancs qui n'étaient plus inclinables. Là, ça faisait partie des plans. On a reculé là-dessus, mais quand même trop tard là, parce qu'il y a 21 appareils où déjà les changements ont été faits. Louis, qu'est-ce que vous pensez de la réaction de WestJet après ce tollé? Bien, c'est le syndicat aussi a sonné l'alarme quand même. Puis c'est pour ça qu'il y a seulement 21 avions où c'est installé. On avait même prévu 22. On a arrêté à un moment donné. Ça fait quelques semaines déjà que ça se discute chez WestJet. Mais
comment ça se fait que si ça fait quelques semaines que ça discute et que le syndicat a interpellé la direction, le chef de la direction est même allé s'asseoir avec les principaux vice-présidents dans un avion pour voir. Lui a trouvé ça très confortable. Donc, il ne doit pas être très grand. Donc, là, et le problème, non, ça ne doit pas, mais le problème, c'est pas tellement la décision d'entreprise, c'est une chose, on peut questionner est-ce que c'est une bonne décision de mettre ces sièges-là. Le problème, c'est de mettre la clientèle devant le fait accompli. Clairement, les gens ne savaient pas qui payaient pour ce genre de siège-là. Vous comprenez que très difficile de baisser la tablette. Il y en a plusieurs qui, en fait, ces sièges-là ne se penchent pas vers l'arrière, de toute évidence, parce qu'il n'y a pas de place. Donc, c'est un vrai problème qu'on n'ait pas anticipé ça. Et puis, c'est une question, pas de produit, encore une fois, c'est une question d'aviser la clientèle, de le faire savoir. On peut faire mieux. On peut dire aux gens, vous savez, notre prix est associé au fait qu'on vous offre ce siège-là. Et c'est pour ça qu'on vous offre un prix, admettons, plus abordable. On peut aussi offrir à la clientèle de changer de siège avant qu'elle soit dans l'avion, etc., etc. Tout ça, ça va vous aider à éviter le genre de vidéos qu'on voit là, les gens sur Reddit avec raison, très en colère. Et la preuve que ça fonctionne, soit dit en passant, les entreprises écoutent quand vous vous plaignez sur les réseaux sociaux, c'est pas un détail. Donc, généralement, elles écoutent. Là, on va voir, WestJet semble bien décidé d'aller de l'avant, mais c'est possible d'aller de l'avant en communiquant mieux avec la clientèle, puis en le faisant à l'avance, avec transparence et, j'ai envie de dire, honnêteté. Ah oui. OK, en terminant, je vais vous amener, on va aller changer complètement de registre parce que je suis sûre que ça va parler à bien des gens pour qui ça a teinté vraiment les vacances des fêtes. La série Heated Rivalry, on appelle ça, c'est rivalité passionnée en français. C'est un méga succès. On pourrait dire aussi peut-être succès inespéré, là, parce que ça avait commencé tranquillement à l'automne et là, vraiment, dans le temps des fêtes, ça a cartonné. C'est partout sur les réseaux sociaux. Ça parle, c'est une histoire d'amour, en fait, entre deux joueurs de hockey. Louis, comment on peut expliquer la passion des fans, finalement? Comment on peut expliquer la si grande popularité? Bien, j'ai dû me pencher sur la série, Geneviève. C'est pas eu le choix. Je croyais que c'était le changement de norme. Hein. Au départ, je me suis dit, la norme sociale a évolué, c'est ça qui fait que c'est si populaire, etc. Et c'est pas le cas. À mon avis, c'est que les codes de la fiction romantique sont totalement maîtrisés. Il y a tellement de choses là-dedans qui fonctionnent. D'abord, l'amour impossible, c'est Roméo et Juliette. L'amour impossible entre deux rivaux séparés par la distance. Dans un sport, le contraste entre le sport, j'ai envie de dire macho, viril, sport de contact, et la tendresse entre les deux personnages, les personnages extrêmement attachants, tous les codes de comédie romantique sont là. Et je rappelle qu'aujourd'hui, dans la Ligue nationale de hockey, il n'y a aucun joueur ouvertement homosexuel, sauf un qui a un contrat pour la Ligue nationale de hockey, mais qui joue dans la Ligue américaine. Donc, aucun joueur qui est officiellement, ouvertement homosexuel. Donc, encore plus, je pense que ça crée l'intérêt pour ce genre de série-là qui casse les normes de la Ligue nationale de hockey, mais respecte les normes de la fiction romantique. Oui, bien, Forbes, justement, parlait de, quand on dit soft power, la puissance douce, parce que c'est une série, justement, qui vient redéfinir les codes de la masculinité, mais sans brusquer, si on veut, l'auditoire. Caroline, est-ce que vous pensez qu'il y a des leçons de marketing à retenir? Parce que je disais d'emblée, c'est ça, c'est un petit peu inespéré comme succès. Exactement. C'est une série qui est partie, somme toute, de rien. Un budget de production limité, pas de gros budget promotionnel pour faire de la publicité, rejoindre des influenceurs sur les réseaux sociaux, faire des relations de presse. On est loin des budgets promotionnels de Stranger Things, par exemple, qui est la série à succès là aussi sur Netflix. Donc là, Heated Rivalry, finalement, ça devient viral, tout ça. Ça fait des semaines qu'on en discute dans les médias, les grands médias, y compris aux États-Unis, au Canada, en Europe. Il y a des influenceurs qui promouvoient la série. Donc là, on se retrouve avec une visibilité, une couverture médiatique, somme toute, gratuite, parce que c'est une couverture qui est positive. On accumule au fil des semaines des millions de dollars, finalement, en couverture médiatique. C'est assez inespéré, effectivement. Mais la leçon à retenir pour les organisations ici au Québec, pour les PME, c'est que, avec une bonne dose de créativité, d'originalité et de timing,
il y a quand même moyen de faire parler de son produit, de sa marque, de son organisation, d'une manière positive dans les médias sans avoir un méga budget promotionnel. Heated Rivalry, c'est la leçon de communication à retenir, là. Ah oui, c'est ça, pour susciter vraiment l'engagement des gens qui ont écouté la série, parce que écoutez, puis en plus, on approche des Jeux olympiques. Alors là, les gens vraiment se laissent aller sur les réseaux sociaux. Il y a comme vraiment un momentum, là, une période charnière pour les passionnés. Bien, Louis Aucoin, Caroline Roy, c'était un plaisir de faire votre connaissance aujourd'hui. Caroline, merci beaucoup pour vos observations. Et Louis, bien, je vous dis à la semaine prochaine. Caroline, à très bientôt, j'espère. À bientôt, merci. La semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.